Daniel Laplante est né le 15 mai 1970 dans la petite ville de Townsend, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Son enfance fut tout sauf heureuse. Après le divorce de ses parents, Daniel passait la majeure partie de son temps avec sa mère, qui s'est rapidement remariée et a donné naissance à 2 autres fils. Mais au lieu d'apporter de la stabilité, la vie familiale s'est transformée en un lieu de traumatisme permanent. Daniel a plus tard affirmé avoir été victime de plusieurs formes de maltraitance, y compris des abus sexuels et psychologiques infligés par plusieurs adultes de son entourage proche. Selon ses propres paroles, ces personnes comprenaient son père biologique, son beau-père, et même le psychiatre à qui il avait été confié pour un suivi thérapeutique. Les problèmes commencèrent dès son plus jeune âge. Daniel avait été diagnostiqué avec une dyslexie, ainsi qu'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, connu à l'époque sous ce nom. Ces troubles compliquaient grandement sa scolarité, et en raison de ses difficultés d'apprentissage et de son manque de compétences sociales, Daniel était souvent moqué et exclu par ses camarades. On le décrivait comme étrange, replié sur lui-même, négligé et socialement inadapté. À l'école, les autres enfants l'appelaient le bizarre de la classe, et son manque d'hygiène ainsi que son comportement réservé ne faisaient qu'aggraver son isolement. Une ancienne camarade de classe déclara plus tard « Il n'a jamais été très sociable. Il n'aimait pas les fêtes, il parlait rarement. Il était simplement là, silencieux, mal à l'aise. » Inquiet de ses comportements de plus en plus étranges, ses parents décidèrent de l'emmener chez un psychiatre. Cependant, selon les dires de Daniel, cette démarche ne fit qu'empirer les choses. Le psychiatre censé l'aider l'aurait agressé sexuellement, ce qui contribua à aggraver davantage son état mental ainsi que sa perception de toute forme d'autorité. À l'âge de 15 ans, Daniel commença à manifester les premiers signes de délinquance. Il se mit à voler de petits objets dans les maisons du voisinage, de l'argent, des bijoux et d'autres objets de valeur. Mais bientôt, ces actes prirent une tournure bien plus inquiétante. Les vols n'étaient plus motivés par le besoin d'argent, mais faisaient partie d'un jeu psychologiquement troublant. Dans certains cas, Daniel ne volait rien du tout. Il se contentait de déplacer les meubles, de remplacer les objets volés par des objets qu'il avait lui-même apportés, ou bien de laisser des traces étranges dans la maison. Tous ces gestes avaient pour but de semer un sentiment d'insécurité et de peur chez les victimes, révélant que sa motivation n'était plus matérielle, mais profondément psychologique. Pourtant, personne ne prit ces signes au sérieux. Même lorsque son beau-père trouva une arme à feu dans le panier à linge sale de Daniel et lui demanda d'où elle venait, Daniel répondit simplement qu'il l'avait achetée. De manière incroyable, cette réponse fut acceptée sans qu'aucune mesure ne soit prise. L'entourage ne remarquait aucun signal d'alarme et personne ne pouvait imaginer que, derrière le silence et l'étrangeté de Daniel, quelque chose de dangereux était en train de grandir, quelque chose qui allait bientôt devenir incontrôlable. Vers la fin de l'année 1986, Daniel entra en contact avec Tina Bowen, une adolescente de 15 ans originaire de la petite ville de Pepperell, non loin de Townsend. Bien que l'on ne sache pas exactement où ils s'étaient rencontrés, Daniel établit un contact par téléphone et l'invita à un rendez-vous. Tina accepta, mais lorsqu'ils se virent, il devint évident que Daniel ne ressemblait en rien à la description qu'il avait faite de lui-même. Il était négligé, mal soigné et peu attirant, un exemple précoce de ce que l'on appelle aujourd'hui le catfishing, bien avant l'ère d'Internet. Le rendez-vous fut maladroit et inconfortable. Après leur rencontre, Daniel demanda à Tina si elle voulait devenir sa petite amie. Elle refusa poliment, et il sembla, du moins en apparence, accepter ce refus sans difficulté. Toutefois, ce rejet déclencha chez lui un besoin obsessionnel de contrôle. Plutôt que de passer à autre chose, il se mit à la suivre et à l'espionner. Son obsession pour Tina prit rapidement une tournure pathologique.
Déjà expérimenté en matière de cambriolage, Daniel mit ses compétences à profit pour faire quelque chose d'impensable. Il pénétra dans la maison de la famille Bowen et s'y installa discrètement, à l'insu de tous. À l'intérieur des murs de la maison familiale, il construisit un réseau de passages étroits et de cachettes secrètes, où il resta pendant plusieurs jours, voire même des semaines. Certains de ces passages étaient si étroits qu'un adulte pouvait à peine y passer. Les rapports de police mentionneront plus tard que certains de ces espaces ne mesuraient que quelques centimètres de large. Pendant cette période, qui aurait pu durer de plusieurs mois jusqu'à 3 ans, les membres de la famille Bowen remarquèrent une série d'événements inexplicables. Les meubles étaient déplacés, des objets disparaissaient, les chaînes de télévision changeaient toutes seules et la nourriture s'évanouissait mystérieusement du réfrigérateur. Bien qu'ils fussent troublés, personne n'imaginait une hypothèse aussi extrême que quelqu'un vivait dans leur maison cachée à l'intérieur même des murs. Daniel, dissimulé dans ses cachettes, observait la famille à travers de petites ouvertures placées stratégiquement, se déplaçant d'une pièce à l'autre sans être vu. Il ne se contentait pas de les observer, il manipulait discrètement et avec précision leur quotidien. Durant cette période, Daniel ne laissait pas de traces physiques qui auraient immédiatement trahi la présence d'un intrus. Il agissait en silence, avec calme et méthode. Pourtant, les phénomènes étranges dans la maison devenaient de plus en plus déconcertants. Le seul à ressentir un malaise grandissant était le père Frank Bowen. Mais même lui ne pouvait concevoir la nature réelle de la menace qui se trouvait à quelques centimètres à peine de l'autre côté du mur. Le soir du 8 décembre 1986, vers 17h30, la famille Bowen rentra chez elle, sans se douter que l'horreur les attendait à l'intérieur. Dès qu'ils franchirent le seuil, ils furent accueillis par une scène effrayante. Toutes les radios et tous les téléviseurs de la maison étaient allumés et réglés au volume maximum. Les sons se mélangeaient en un vacarme chaotique qui remplissait chaque recoin de la demeure. Frank Bowen ressentit immédiatement qu'il se passait quelque chose d'anormal et commença à fouiller la maison pièce par pièce. Lorsqu'il atteignit une des armoires à l'étage, il l'ouvrit et se retrouva face à face avec un adolescent dont l'apparence était tout sauf ordinaire. Devant lui se tenait Daniel Laplante, le visage couvert de ketchup et de mayonnaise, les cheveux dressés en pique, vêtu d'un manteau de fourrure, tenant dans une main la hache de Frank Bowen et dans l'autre une clé à molette en acier. Il ressemblait à une apparition sortie d'un film d'horreur, mais il était bien réel et potentiellement dangereux. D'un ton calme, Daniel ordonna à Frank de conduire ses filles dans l'une des chambres. Mais Frank n'avait aucune intention d'obéir à l'intrus. Il réagit rapidement, poussa Daniel, referma la porte de la chambre et la verrouilla de l'intérieur. La tension était à son comble. De l'autre côté de la porte se trouvait un jeune homme armé, et à l'intérieur un père et ses filles. Dans ce moment de crise, Tina comprit qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'obtenir de l'aide. Elle sauta par la fenêtre du premier étage et courut pieds nus jusqu'à la maison des voisins, où elle alerta la police. Entre-temps, Frank fit descendre sa fille cadette et son amie par la même fenêtre, une à une, veillant à ce que tout le monde soit en sécurité avant l'arrivée des autorités. Lorsque les policiers arrivèrent, la famille était déjà hors de la maison. Une fouille approfondie fut immédiatement lancée, mais Daniel semblait s'être volatilisé. Il était introuvable. Toutes les pièces, les placards et les greniers furent inspectés, sans succès. La police supposa qu'il avait réussi à fuir, même si aucune trace de fuite n'était visible. Mais la vérité était bien plus sombre. Daniel n'avait pas quitté la maison, il s'y trouvait encore, dissimulé dans un réseau de passages et de tunnels qu'il avait lui-même construits à l'intérieur des murs. La véritable nature de sa présence ne commença à se révéler qu'à ce moment-là. Lorsque les enquêteurs procédèrent à une inspection minutieuse de la maison, ils découvrirent que Daniel ne s'y était pas contenté de se cacher. Il y avait littéralement vécu. Au sous-sol,
Ils trouvèrent un passage menant à un espace étroit situé sous les fondations de la maison, où ils pouvaient se mouvoir librement sans être vus. Une ouverture dans le mur marquait son point d'entrée, et à l'intérieur, on découvrit des matelas, des boîtes de conserve vides, des détritus et des traces d'un séjour prolongé. Les enquêteurs déclarèrent plus tard avoir été stupéfaits par l'étendue de l'espace que Daniel avait exploité, ainsi que par la manière dont il se déplaçait de façon invisible dans toute la maison. Les tunnels lui permettaient d'observer la famille à travers de minuscules ouvertures dans les murs, et il avait soigneusement dissimulé les entrées et sorties avec des meubles et des panneaux factices. Même le chien policier, amené pour localiser le suspect, ne parvint pas à détecter sa présence, probablement parce qu'on lui avait donné la hache comme référence olfactive, un objet que Daniel ne tenait pas constamment avec lui. Bien qu'ils aient temporairement perdu sa trace, Daniel n'avait aucune intention d'abandonner. Quelques jours plus tard, l'affaire allait prendre une tournure bien plus grave, révélant que derrière cet épisode étrange se cachait une menace bien plus dangereuse. 2 jours après que Daniel eut été retrouvé et arrêté dans la maison des Bowen, il fut placé en détention pour mineur. Il fut inculpé pour effraction, séquestration illégale et une série d'autres délits liés à son intrusion et à sa cachette au sein du domicile familial. Pourtant, malgré le choc et l'incrédulité que cette affaire avait provoqué dans la communauté locale, le système ne reconnut pas pleinement la dangerosité de ce jeune homme. Une caution fut fixée à 10 000 $ et la mère de Daniel décida de tout faire pour assurer sa libération. Elle contracta une seconde hypothèque sur sa maison afin de réunir la somme nécessaire à sa mise en liberté provisoire. Daniel Laplante fut donc libéré en octobre 1987, moins d'1 an après avoir été découvert vivant dans les murs de la maison des Bowen. Mais Daniel ne profita pas de cette liberté pour repartir à zéro, bien au contraire. Dès sa sortie, il commença à planifier de nouveaux crimes. À la fin du mois de novembre de la même année, tout indiquait qu'il était à la recherche d'une arme. Un pistolet de calibre 22 fut volé chez son voisin, Raymond Pindell, en plus de plusieurs autres armes à feu. Daniel commença ensuite à interroger des connaissances au sujet de l'achat de munitions. Il déclara à un ami qu'il voulait fabriquer une grosse balle pour la vendre, une explication manifestement fausse. Pourtant, l'ami, ne soupçonnant rien, lui donna quelques cartouches de calibre 22 issues de sa propre boîte. Pendant ce temps, Daniel s'exerçait déjà à manipuler l'arme. Il apprenait à la charger, à la décharger, il la testait et se préparait pour ce qui allait venir. Il était déjà clair à ce stade que Daniel comprenait la gravité de ses actes. Il n'agissait pas sur un coup de tête, tout était planifié, exécuté avec précision. Les objets volés, y compris un téléphone et du matériel télévisuel, furent cachés dans l'atelier de son frère, sous prétexte de les tenir hors de la vue de ses parents. Il était évident qu'il préparait quelque chose de sérieux et qu'il tentait déjà de dissimuler des preuves d'un crime potentiel. Tout cela annonçait une catastrophe imminente. Daniel n'était plus simplement un adolescent étrange caché dans des murs. Il était désormais un homme libre, armé, déterminé, avec un comportement de plus en plus inquiétant. Et la prochaine famille qu'il ciblerait ne survivrait pas à sa venue. Le 16 novembre 1987, Daniel Laplante pénétra par effraction dans la maison des Gustafson, à Townsend, la même ville où il vivait lui-même. Ce jour-là, entre 11h30 et 15h30, il entra dans la maison vide d'Andrew et Priscilla Gustafson et y resta plusieurs heures. Lors de cette première intrusion, personne ne fut blessé, mais il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage aléatoire. C'était le début d'une obsession beaucoup plus dangereuse. Il vola divers objets dans la maison, notamment un téléphone sans fil, 2 décodeurs de télévision par câble, une télécommande et des pièces de monnaie issues d'une collection de dollars Liberty en argent. Mais ce qui inquiétait le plus, ce n'était pas la valeur des biens volés. C'était le fait que Daniel montrait des signes de préméditation et de dissimulation. Il cacha le téléphone volé
et l'un des décodeurs dans l'atelier de son frère, expliquant que personne ne penserait à chercher là, justement pour que ses parents ne découvrent pas ce qu'il faisait. À ce moment-là, il était déjà évident que Daniel connaissait bien la maison des Gustafsson. Il savait à quoi elle ressemblait à l'intérieur et connaissait les habitudes des membres de la famille. Ce n'était pas sa première observation. Au contraire, Daniel avait passé des semaines à surveiller leurs allées et venues, à noter les horaires de travail, les déplacements des enfants à l'école et à estimer les chances d'être surpris. La maison, isolée, entourée d'arbres et éloignée des voisins, constituait une cible idéale pour quelqu'un à la recherche de temps, d'espace et d'anonymat pour exécuter son plan. Mais ce que la famille Gustafsson ignorait, c'est que leur domicile n'était plus une simple cible de vol. Daniel s'était fixé sur cette maison. Il y revint à plusieurs reprises, entrant de nouveau à l'intérieur et parcourant les pièces, silencieusement, prudemment, sans laisser derrière lui le moindre indice qui aurait pu alarmer les habitants. Cette phase, qui s'est étendue sur plusieurs semaines après la première effraction, fut marquée par l'expansion de l'activité criminelle de Daniel. En plus de la famille Gustafsson, il cambriolait d'autres maisons du quartier, perfectionnant sa technique et étudiant les habitudes des habitants. Pourtant, tout semblait mener à une seule adresse, celle qu'il connaissait déjà et où il allait très bientôt revenir, armé et animé d'intentions mortelles. Le 1er décembre 1987, Daniel Laplante retourna dans la maison de la famille Gustafsson. Ce jour-là, Priscilla Gustafsson, âgée de 33 ans, institutrice en maternelle et enceinte de leur 3e enfant, rentra chez elle plus tôt que d'habitude. Elle était accompagnée de son fils William, âgé de 5 ans. Alors que lors de ses cambriolages précédents, Daniel avait tendance à s'enfuir à la moindre présence humaine, cette fois-ci, il resta. Il était armé et déterminé. Son obsession, sa colère et son besoin maladif de contrôle avaient atteint leur paroxysme. Il n'y eut aucune pitié. Daniel maîtrisa d'abord Priscilla, l'attacha au lit dans la chambre principale et enferma le petit William dans un placard. Il viola ensuite la femme enceinte avant de l'exécuter froidement avec 2 balles de pistolet calibre 22 tirées à travers un oreiller placé sur sa tête. Ce fut un acte d'une brutalité glaciale, sans la moindre trace de remords. Mais il ne s'arrêta pas là. Après le meurtre de Priscilla, Daniel s'en prit à l'enfant. Il sortit William du placard et le noya dans la baignoire à l'étage. Le geste fut lent, méthodique, suffisant pour provoquer la mort dans un silence total. Tout aurait pu s'arrêter là si leur fille de 7 ans, Abigail, n'était pas rentrée à la maison à ce moment-là. Lorsqu'Abigail ouvrit la porte et entra dans la maison, elle tomba sur une scène qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Daniel l'attaqua. Selon les analyses médico-légales, la fillette reçut un violent coup à la tête avant d'être étranglée, puis noyée, face contre l'eau, dans la baignoire du rez-de-chaussée. À ce moment-là, Daniel Laplante venait de commettre l'un des triples meurtres les plus atroces de l'histoire du Massachusetts. Ce jour-là, Andrew Gustafsson, le père, avait toutes les raisons d'être heureux. En tant qu'avocat, il venait de conclure une affaire importante et cherchait à joindre sa femme pour célébrer ce succès. Mais personne ne répondait au téléphone. Inquiet, il monta dans sa voiture et prit la route jusqu'à chez lui, à un peu plus d'1 mile de distance. À son arrivée, la maison était silencieuse. Il entra dans la chambre et découvrit le corps sans vie et ensanglanté de son épouse. Il fut figé par le choc. Craignant de découvrir également les corps de ses enfants, il n'eut pas la force de les chercher lui-même. Il sortit de la maison et s'assit dans une voiture de police qui venait d'arriver. Peu après, un agent s'approcha et lui annonça les mots qu'il essaierait d'oublier toute sa vie. Son fils et sa fille avaient été retrouvés morts, l'un dans la salle de bain à l'étage, l'autre dans celle du rez-de-chaussée. Le crime bouleversa toute la communauté. La nouvelle du triple meurtre brutal d'une femme enceinte et de ses 2 jeunes enfants
se répandit comme une traînée de poudre. Personne ne pouvait comprendre comment quelqu'un qui venait tout juste d'être libéré de détention, quelqu'un qui était encore mineur, pouvait être capable d'un acte aussi monstrueux et calculé. Mais Daniel Laplante n'était plus un simple adolescent du voisinage. Il était devenu l'incarnation même du cauchemar. 2 jours après le triple meurtre survenu dans la maison des Gustafsson, la police décida d'interroger Daniel Laplante. Cependant, elle ne disposait pas encore de preuves suffisantes pour procéder à une arrestation immédiate. Le 3 décembre, lorsqu'ils se présentèrent à sa porte pour un nouvel interrogatoire, Daniel les aperçut et s'enfuit aussitôt. Il sauta du perron et disparut dans la forêt derrière la maison. Ce moment déclencha une vaste opération de recherche. Toutes les ressources disponibles furent mobilisées, chiens pisteurs, hélicoptères, patrouilles locales, et même le lieutenant Robert Lane, qui avait travaillé auparavant sur l'affaire du garçon dans les murs chez les Bowen, rejoignit les recherches. Il pensa que Daniel pourrait tenter de se cacher dans une zone familière au nord-ouest de Pepperell, et c'est précisément là-bas, dans la rue Jewett Street, qu'un indice marqua un tournant dans l'enquête. Une résidente, Lynn McGovern, s'approcha du lieutenant Lane pour lui dire qu'elle ne se sentait pas en sécurité à l'idée de rentrer chez elle. Elle expliqua qu'en se garant dans son garage, elle avait ressenti que quelque chose n'allait pas et avait préféré attendre dans sa voiture. En entrant ensemble dans la maison, ils découvrirent des signes clairs de présence. Daniel avait forcé l'entrée, s'était armé d'un revolver, d'un fusil de chasse et d'un fusil à longue portée. Mais là encore, il parvint à fuir. Il sauta du 2e étage sur le toit du garage, puis disparut entre les maisons du quartier. Peu après, il pénétra dans la maison de Pam Mackell. Lorsqu'elle le reconnut, elle se mit à hurler. Armé, Daniel la força à le conduire hors de la ville. Mais son plan échoua. La femme courageuse parvint à sauter de la voiture en marche et à s'échapper. Daniel se retrouva à nouveau seul, en cavale. Peu après, dans la ville d'Ayer, Daniel fut repéré par un inspecteur du registre des véhicules à moteur, Charlie Nelson. Lorsque ce dernier tenta de l'arrêter, Daniel abandonna la voiture volée et s'enfuit dans un entrepôt de bois à proximité. Là, il menaça le propriétaire avec une arme, mais dans la soirée du 4 décembre, épuisé et à bout de force, il se cacha dans un conteneur. La police finit par le retrouver, exténué, armé et encerclé. 2 agents restèrent avec lui jusqu'à l'arrivée des renforts. Daniel Laplante fut arrêté. La chasse à l'homme, qui avait duré 48 heures, se termina sans nouvelles victimes. L'enquête qui suivit fut minutieuse. Les preuves médico-légales relièrent rapidement Daniel à la scène du crime. Les analyses révélèrent qu'il appartenait au groupe des sécréteurs de type A, ce qui correspondait à l'échantillon de sperme retrouvé sur la literie dans la chambre de Priscilla Gustafsson. Des fibres de ses vêtements et de ses chaussettes furent retrouvées à plusieurs endroits dans la maison, sur l'arme, dans la chambre et sur les corps des victimes. En outre, plusieurs objets volés lors du cambriolage du 16 novembre furent retrouvés dans l'atelier de son frère. La preuve la plus décisive fut toutefois l'arme du crime. Son frère, Stephen, la découvrit plusieurs mois plus tard, le 7 avril 1988, dans un véhicule abandonné sur la propriété familiale. Les tests balistiques confirmèrent qu'il s'agissait du même pistolet calibre 22 volé dans la maison voisine et utilisé pour tuer Priscilla. Le procès eut lieu l'année suivante. Daniel Laplante fut reconnu coupable de triple meurtre et condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que la Cour suprême des États-Unis ait ensuite interdit les peines de prison à vie sans libération possible pour les mineurs, Daniel fut à nouveau condamné en 2017, cette fois avec la possibilité d'être libéré après avoir purgé 45 ans de prison. Ses avocats tentèrent de contester ce jugement, mais la Cour suprême du Massachusetts confirma la peine à l'unanimité. À ce jour, les membres de la famille Gustafsson
continuent de s'opposer à sa libération. Christine Morgan, la sœur de Priscilla, a témoigné que jamais sa sœur n'aurait voulu que Daniel sorte de prison. La veuve d'Andrew Gustafson, décédée d'un cancer en 2014, a déclaré qu'Andrew avait souffert de cauchemars et de traumatismes jusqu'à la fin de sa vie. Au tribunal, elle affirma clairement « Ne laissez jamais cet homme sortir, il doit pourrir en prison ». Daniel Laplante demeure aujourd'hui le symbole de l'une des histoires criminelles les plus sinistres et les plus étranges de l'histoire américaine. Une histoire qui avait commencé comme une obsession bizarre, presque irréelle, et qui s'est terminée dans le sang et la tragédie.